C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Terna sur les cours d'anatomie, toujours avec la troisième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil urinaire. Donc aujourd'hui, après avoir étudié l'anatomie des reins, l'anatomie des uretères, on va attaquer l'organe réservoir de cet appareil urinaire, l'organe responsable de la continence, yani le fait est de tchid, de retenir ses urines, et aussi est responsable de la miction, yani le processus physiologique qui permet d'évacuer les urines à l'extérieur, donc d'uriner. هذا l'organe, راك تعرفوا معروف, c'est un organe connu au niveau de l'appareil urinaire. Le deuxième organe le plus connu après les reins, ce n'est rien d'autre que la vessie, bien sûr. Alors, pour étudier la vessie, alors on va utiliser le diapo de la faculté de médecine d'Alger. On remercie, comme à notre habitude, les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement l'IOMA Dr Baba, pour le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser. Sans plus tarder, on peut commencer donc notre cours sur l'anatomie de la vessie. L'étude anatomique et structurelle et morphologique de la vessie va donc nécessiter un plan de cours. Et le plan de cours, هاوليك, on va commencer avec une introduction où on va définir la vessie, نعطو التعريف تاع هذا l'organe ونعطو surtout la fonction تاعو المعروفة. Ensuite, on va débuter l'anatomie descriptive, la description, le wasf تاع la vessie, qui va passer par une description externe, la configuration externe de la vessie, la forme تاعها, la situation تاعها وين جاية, وشنو هما les différentes faces, les différents bords, les différents les différentes caractéristiques structurelles تاع la vessie qui sont visibles d'un point de vue extérieur, يعني sur sa surface externe. ومن بعد, on va parler de sa configuration interne, qui نشوفوا à l'intérieur de la vessie. وش كاين? Est-ce que c'est un organe creux? Est-ce que c'est un organe qui n'est pas creux? Qu'est-ce que la, la partie interne, la surface interne de la vessie nous donne à décrire? On va نشوفوا la structure histologique de manière très résumée bien sûr. نشوفوا quelles sont les différentes tuniques, quelles sont les différentes couches de tissus ils vont me constituer la vessie terrestre. Une fois qu'on aura terminé avec la structure, on va parler des moyens de fixité qui fait la vessie تبقى في بلاصتها au niveau de sa loge. Et bah, on va décrire que on a plusieurs formations fibreuses aponévrotiques qu'on va nommer fascia, ou bien ce sera des ligaments qui vont permettre de la vessie في بلاصتها. Ils vont me limiter une loge spécifique pour la vessie au niveau du bassin, au niveau donc du pelvis, du petit bassin. C'est la loge vésicale et on va la décrire. Après ça, on va passer au chapitre le plus important, le ma'rouf, le plus détesté, les cours d'anatomie de la deuxième année, c'est l'anatomie topographique, les rapports anatomiques de la vessie. La vessie, bien sûr, au niveau de sa situation, au niveau de sa loge, au niveau de sa topographie de sa région, va être en rapport avec plusieurs structures, plusieurs organes. Et on va le voir. Des organes génitaux, des organes euh, urinaires avec les uretères, et bien sûr avec la paroi le pelvis et même avec des organes digestifs. Mais le fort, on va voir ça plus en détail, les rapports de la vessie. On terminera le cours terna bien sûr avec le classique vascularisation, artérielle veineuse, lymphatique et bien sûr l'innervation terna, toujours très résumé. On n'a pas grand chose à dire dessus, vu que c'est un cours d'anato et non pas un cours d'histo ou de physio. Donc on commence le cours terna avec une petite introduction où est-ce qu'on va définir la vessie. Alors qu'est-ce que la vessie? La vessie, qui est symbolisée henaya avec une étoile, présente henaya, est un organe de l'appareil urinaire. Organe de l'appareil urinaire, au même titre que les reins, au même titre que les voies excrétrices de l'urine, symbolisées donc par les petits grands calices bacinés, urtères, urètres. La vessie constitue donc un organe dans la continuité les organes hadouma les qarinahum, et peut même être considéré comme une voie excrétrice de l'urine. Si le rein sécrète l'urine et donc produit l'urine, bah, les petits grands calices bacinés, urtère, vessie, urètre ont pour rôle de l'évacuer, de l'excréter, de la faire sortir à l'extérieur.
C'est un organe donc, qui fait partie de l'appareil urinaire. Il se situe au niveau du bassin et il est constitué d'une couche musculaire et de deux couches, une muqueuse et une adventice, qui va faire en sorte que c'est un organe musculo-membraneux. Un organe musculo-membraneux qui est creux, فارغ من الداخل, hein, أو محفور من الداخل. Il va présenter une cavité وعلاش parce que c'est un organe qui va jouer un rôle de réservoir. Il va jouer le rôle de stocker l'urine. C'est lui qui va stocker l'urine venant des reins et des uretères dans l'intervalle des mictions, c'est-à-dire les pauses toilettes, les pauses où tu vas uriner. Sans lui, on serait obligé de porter des couches tout le temps en fait, hein. Si tu n'avais pas de vessie, tu urinerais en permanence et du coup, bah, ça serait pas pratique. Alhamdoulilah, adna du coup a de la vessie. Donc la vessie va se situer entre deux conduits, donc entre les uretères qui me viennent des reins et l'urètre qui va permettre d'évacuer cette urine à l'extérieur au niveau de la région périnéale antérieure. Voilà une définition claire de la vessie. C'est un organe musculo-membraneux creux qui va jouer le rôle de réservoir. Il va stocker l'urine qui a été sécrétée par les reins et transportée par les voies excrétrices, entre autres l'urtère. Et il va permettre de l'évacuer à travers l'urètre. Maintenant, si on veut décrire la vessie, on va devoir entamer l'anatomie descriptive avec la configuration externe de la vessie et d'abord sa situation. Win jaya la vessie terna. La vessie terna, visible ici, elle est là, au niveau du schéma. Ça, c'est une coupe sagittale de notre cavité abdomino-pelvienne, flétage التحتاني. La vessie va se retrouver au niveau donc de la cavité pelvienne, au niveau du petit bassin, au niveau de la partie ventrale de notre petit bassin en antérieur. Elle va se situer en arrière de l'articulation entre les deux os coxaux, la symphyse pubienne, et au-dessus du plancher pelvien, donc du plan musculaire et aponévrotique, les la partie التحتانية de la cavité pelvienne. Ce plancher pelvien, si on veut le définir, c'est un ensemble donc de muscles, d'aponévrose, de ligaments, l'excavation pelvienne, donc la cavité pelvienne, l'étage pelvien, ملتحت. On a plusieurs muscles et plusieurs degrés au niveau donc de ce plancher pelvien. Les muscles très profonds, vraiment à proximité de la vessie, on va le voir dans les rapports anatomiques, constituent un diaphragme. Le diaphragme pelvien, essentiellement fait donc des muscles relevateurs ou les élévateurs de l'anus et du muscle coccygien. On ne va pas les détailler هنايا. Et on a une partie tahtaniyya, donc un peu plus superficielle pour ce plancher pelvien, constituant les muscles, le périnée, les muscles donc de la région périnéale. Et au niveau de cette région périnéale, on aura donc plusieurs ouvertures, plusieurs orifices qui permettront soit donc la terminaison, hein, de l'appareil digestif avec le canal anal et l'ouverture par l'anus en arrière, la zone périnéale postérieure, ou là l'ouverture donc des organes génitaux et urinaires. Ça peut se faire par une ouverture commune comme chez l'homme, par le biais donc de l'urètre, ou là deux ouvertures qui ne sont pas communes comme chez la femme avec donc l'entrée du vagin et l'urètre qui sont légèrement à distance. Ça, c'est donc pour parler, pour définir le plancher pelvien et le rapport inférieur au niveau de la situation de notre vessie. Donc présent au niveau donc, du petit bassin, en arrière de la symphyse pubienne et au-dessus, le plancher pelvien, il va occuper une loge à proprement parler, délimitée donc par un ensemble de tissus aponévrotiques, d'aponévrose et de fascia, qu'on va appeler la loge vésicale. Et on va décrire juste après, hein, quand on va plus la situation et les moyens de fixité de la vessie. Donc, la vessie a une situation pelvienne. Mais elle peut devenir abdominale lorsque elle se remplit. Car la vessie, étant donné que c'est un organe réservoir, un organe creux qui va jouer un rôle important pour stocker l'urine, sa forme va différer, la forme et la situation qui te vide quand elle est à l'état
de vacuité. Lorsque l'on a une vessie totalement vide, comme symbolisé au niveau du schéma, elle est totalement pelvienne. Elle se situe dans la cavité pelvienne, baisse en arrière donc de la symphyse pubienne et fort le plancher pelvien terna. Par contre, lorsqu'elle est remplie, lorsqu'elle est distendue, on dit qu'elle est à l'état de réplétion, la vessie terna va faire saillie au niveau de l'abdomen. Elle aura une situation abdomino-pelvienne. Et ça a une importance en clinique, on va le voir juste après. Chez l'homme, si on veut détailler un peu plus la situation de notre vessie, il va falloir détailler les rapports postérieurs, les rapports avec les organes génitaux. Ça va différer entre l'homme et la femme. Chez l'homme, la vessie, regardez ici, on a une coupe sagittale sur le pelvis chez un homme. La vessie va se trouver en avant des vésicules séminales et de l'ampoule des canaux déférents à proximité du rectum. Donc, ce sont les rapports postérieurs essentiels de la vessie chez l'homme et elle va se trouver fort une glande très très importante, la glande prostatique, la prostate, qui a un rôle très important ici, elle entoure l'urètre. Et donc, les rapports importants au niveau de la situation de la vessie chez l'homme. Elle est proche du rectum et elle va être en avant des vésicules séminales et au-dessus de la prostate. Chez la femme, c'est un peu différent. Pourquoi? Là, on a une coupe sagittale sur la cavité pelvienne de la femme. La vessie ne va pas être en avant de vésicules séminales ou de canaux déférents parce qu'il n'y en a pas de la femme. Par contre, on va retrouver utérus et vagin. L'utérus et le vagin sont les rapports postérieurs essentiels, importants chez la femme euh, pour la face postérieure de la vessie. Et vu que on n'a pas de prostate, on n'a pas de prostate pour entourer l'urètre, et ben la vessie va rentrer directement en rapport avec le diaphragme pelvien, les muscles profonds derrière le plancher pelvien. Élévateur, relevateur de l'anus et muscle coccygien pour ne citer que par exemple. Ça, c'est important à savoir d'un point de vue situation. On a cité, bien sûr, les rapports anatomiques. On était obligé de citer les rapports de la situation pour bien situer la vessie. Maintenant, si on veut détailler la description, la configuration externe à proprement parler de la vessie, on va d'abord citer sa forme. La forme de la vessie est qui est variable. Elle va varier selon son état de réplétion. إذا تكون معمرة, on dit qu'elle est à l'état de réplétion, يعني elle est remplie. La vessie va avoir la forme, comme ici, visualisé ici le schéma, elle va avoir la forme en fait d'un globe. Elle va avoir une forme ovoïde, bien remplie. Et lorsqu'elle est à l'état par contre de vacuité, lorsqu'elle est vide, la vessie, comme fait le schéma, ou fait le schéma, elle aura une forme plus ou moins pyramidale, piriforme. Elle va même ressembler à la selle تاع les vélos. Tu vois le siège تاع les vélos هذوك, et ben elle va avoir la forme, la vessie تاعنا, lorsqu'elle est vide, lorsqu'elle a l'état de vacuité. C'est cette forme-là où on va mieux étudier la vessie en décrivant trois faces, trois bords, un apex et un col. Donc on va avoir trois faces au niveau donc de notre vessie. Une face supérieure, mrelfa partiellement donc par du péritoine, par le péritoine donc de l'étage pelvien qui va rentrer en rapport avec les organes digestifs. Deux faces inférieures. Une face antéro-inférieure. La face antéro-inférieure, elle est importante parce que qui la vessie تكون فارغة, تكون غير au niveau pelvien. Qui la vessie تكون معمرة, تطلع les mêmes au niveau abdominal. C'est pour ça que ça va avoir une importance clinique parce que si on a une vessie remplie, ça veut dire qu'on peut aborder la vessie à travers la paroi abdominale antérieure et donc ponctionner l'urine directement euh, en faisant rentrer une aiguille la paroi abdominale antérieure à travers l'abdomen. Ça, c'est important. Donc une face antéro-inférieure en rapport essentiellement avec la symphyse pubienne et une face postéro-inférieure en rapport avec les organes génitaux. Donc soit un utérus vagin si tu es une femme, soit un vésicule séminale et les ampoules ou la terminaison les canaux déférents si tu es un homme. On va retrouver un col, le col vésical, donnant naissance donc à l'orifice urétral, donc pour l'urètre, pour évacuer l'urine. Si tu es un homme, tu vas avoir une prostate qui va entourer ça.
qui va entourer du coup le col vésical et l'orifice urétral. Enfin, entourer l'urètre de manière générale. Ou le fond, qu'est-ce qu'on va avoir? Un sommet, une apex. Ce sommet, il va se continuer par un ligament, un vestige ou un reliquat embryonnaire que l'on appelle l'ourac, qu'aujourd'hui on appelle plus communément le ligament ombilical médian. C'est un vestige de l'allantoïde, du canal allantoïdien, qui s'est fibrosé, qui est devenu donc un tissu fibreux et qui fait office en fait d'un moyen de fixité. C'est devenu juste un ligament, un moyen de fixité permettant de fixer la vessie à l'ombilic, donc au niveau de la région de ton nombril. À des trois faces, face supérieure, antéro-inférieure et postéro-inférieure, sont bien sûr limitées par des bords, un bord postérieur et deux bords latéraux. On a un apex et on a un col qui sera le col vésical. Mention spéciale pour de la face postérieure, de la face postéro-inférieure, on l'appelle, certains auteurs la décrivent comme étant un fundus postérieur, ou là, justement, la base de la vessie, car on l'a considéré qu'elle avait une forme pyramidale, une forme piriforme, euh, ressemblant à une poire. Pyramidale, piriforme. Voilà pour la description de la forme de la vessie. Si on veut citer la capacité à la dimension تاوعها, on va dire blé, on aura une longueur, une largeur, un diamètre antéro-postérieur. Gad les dimensions, ils vont avoisiner les 5 cm. Ils vont avoisiner les 5-6 cm. Ici, on te cite le diapo de Dr Baba, longueur de 6 cm, largeur de 5 cm. Donc on a des dimensions simples à retenir, environ 5 cm. Mais hnaya, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment la longueur-largeur, c'est plutôt, vu que la vessie a un rôle de stockage, donc c'est plutôt la capacité de la vessie qui va nous intéresser. Elle va stocker l'urine. Alors, quelle est la capacité de la vessie? Là, on va être obligé de définir deux notions, la capacité physiologique et la capacité anatomique maximale, parce que c'est une cavité, de la vessie, c'est un organe creux. Donc, en tant que cavité, combien il faut au maximum au maximum d'un point de vue anatomique. Alors, la capacité physiologique, en moyenne, la capacité physiologique chez un adulte, elle va se situer entre 150 et 400 voire 500 millilitres ou la centimètre cube. Le millilitre et centimètre cube متساويين. J'espère que j'ai fait la notion. Là, on a cité le chiffre de 300 millilitres ou la 300 centimètres cubes. C'est la capacité physiologique. Tu ressens un premier besoin d'uriner à partir de 150 millilitres. Je ne te fais un mot. Et à partir de 300, 400, 500, tu commences à chercher des toilettes pour aller uriner, pour laisser place à la miction. Ça, c'est la capacité physiologique moyenne. C'est physiologique, ce n'est pas pathologique, c'est totalement normal donc d'arriver à un seuil de 400 voire 500 millilitres. Mais tu vas juste ressentir le besoin pressant d'aller aux toilettes, du coup d'aller uriner. D'un point de vue anatomique, parce que c'est une cavité, hein, c'est une cavité, donc c'est un organe qui est creux, à de la vessie. D'un point de vue anatomique, il y a la capacité maximale de la vessie qui n'est pas physiologique. Ça peut arriver dans des cas pathologiques, mais ce n'est pas physiologique. La capacité maximale, elle peut aller jusqu'à 2, voire 3 litres. Ça, c'est la capacité anatomique maximale de notre vessie. Donc ces deux notions-là sont importantes à garder en tête, parce qu'un patient, il dit qu'une vessie a fait à 2 litres ou à 3 litres d'urine, ce n'est pas normal. ما تقولش بلا vessie تاعي ترفد les 3 litres normal. Non, la capacité c'est une capacité anatomique maximale qui n'est pas censée arriver, qui n'est pas censée se produire dans un cas physiologique normal. Le cas physiologique, la vessie تعمر 150, 300, 400 voire 500 millilitres, راك حيب تروح تبول. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a parlé de la configuration externe, on va aborder la configuration interne de notre vessie. Wishkain à l'intérieur de la vessie, qu'est-ce qu'on a à décrire à l'intérieur de cette vessie, vu que c'est un organe qui est creux. Alors, l'étude structurelle anatomique pour la surface interne de la vessie se fera donc par une étude fibroscopique. C'est ce qu'on va appeler la cystoscopie. Alors, la cystoscopie, c'est de la fibroscopie à la vessie, littéralement. Le schéma, il est très très bien. Donc, c'est un examen médical par lequel on une fibre optique
à l'intérieur de l'urètre, donc par le biais donc d'un cystoscope. ندخل une fibre optique, elle va passer à travers l'urètre pour pouvoir observer la muqueuse, d'abord urétrale, vu qu'on passe par l'urètre, et ensuite la muqueuse vésicale au niveau de la vessie. Donc c'est un examen qui permet, pardon, d'observer, de décrire la muqueuse au niveau vésical. Donc, lorsqu'on introduit notre fibre optique par le biais de notre cystoscope, qu'est-ce qu'on va observer à l'intérieur de la vessie? Eh ben, on va observer une muqueuse de couleur rose, hein. C'est une couleur rosée, si elle est normale bien sûr. Une couleur rosée et une muqueuse qui va avoir un aspect plissé. Ça se voit très bien sur les schémas. Elle va avoir un aspect plissé et c'est logique avec la fonction physiologique de la vessie. Et que la vessie, c'est un réservoir. L'objectif c'est que quitte l'urine, la forme va varier selon l'état de remplissage. Avoir une muqueuse plissée va permettre de rendre la vessie extensible. Pour permettre de recevoir plus d'urine et donc de la stocker, de stocker une quantité importante d'urine au niveau de l'intervalle d'émiction. Ça, c'est la première observation l'endroha qui nous la muqueuse interne de la vessie. Zid, qu'est-ce qu'on peut observer Tanit? On va observer trois orifices importants, les orifices liés aux canaux de l'appareil urinaire. Premier orifice, l'indrlobé à travers à travers justement la fibre optique tana, c'est l'orifice urétral. Alors l'orifice urétral tana, c'est un orifice antérieur, médian, qui va permettre de lier la vessie avec l'urètre. Il va permettre de lier donc la vessie par le biais du col vésical avec l'urètre, permettant donc l'évacuation de l'urine à l'extérieur. Cet orifice-là, il est entouré par une ou deux formations sphinctériennes. Le sphincter interne, euh, le sphincter interne de l'orifice urétral. Ce sphincter, il a pour but justement de jouer sur la continence ou là sur la miction. Le sphincter il va se contracter, fermant l'orifice et permettant à l'urine de rester dans la vessie. C'est le procès, la continence. Le fait est de contenir l'urine dans la vessie en attendant que tu sais des toilettes par exemple. Et lorsque ce sphincter se relâche, cette formation sphinctérienne, cette formation musculaire, l'orifice va s'ouvrir, permettant à l'urine de passer de la vessie à l'urètre et donc de l'évacuer à l'extérieur. Alors ce sphincter au niveau interne, c'est juste un épaississement de la couche musculeuse, ici du collet vésical. Et on a aussi un sphincter externe. Il faut le savoir, on a un sphincter externe, strié, fait donc de muscles striés squelettiques, innervés de manière somatique, jouant donc sur la volonté. Parce que le processus donc de miction et de continence, c'est un processus physiologique, il fait une partie réflexe, mais fait surtout une partie contrôlée par la volonté. Ça, c'est important. Parce que si tu n'as pas de volonté, tu dors les couches H24, et ça, ce serait pas pratique. Donc, ça, c'est le premier orifice, l'orifice urétral. Deuxième orifice, deuxième et troisième même, ce sont deux orifices, les chevnams déjà, le cours les faits, ce sont les deux orifices urétéral. Il faut faire la distinction entre l'orifice urétral et les orifices urétérales pour les urtères. Alors, les orifices des urtères, ils sont au nombre de deux, bien sûr, permettant l'ouverture des deux urtères au niveau de la face postérieure de la vessie. Ils ont une forme de fente, ce sont des orifices latéraux, bien sûr, permettant donc la venue de l'urine mlérin à la vessie, et ils sont reliés par un trait, un pli de la muqueuse. Un pli visible en cytoscopie, hein, donc un bourrelet qu'on appellera le bourrelet interurétéral. Ce bourrelet interurétéral qui s'interpose entre les deux orifices adouma, en réalité c'est juste un épaississement de la musculeuse. Hein. C'est un épaississement de la couche musculaire de la vessie qui va avoir un rôle pour synchroniser, coordonner l'action péristaltique, l'action contractile de mes urtères et de ma vessie. Il trèfle le système anti-reflux. Ça permet en fait d'éviter que l'urine, il jette les urtères, qui a réussi à être propulsé par le péristaltisme de la vessie,
Ça permet d'empêcher en fait que l'urine تعاود تتخلى au niveau des urètres et donc d'empêcher un reflux. Un reflux de la vessie, les urtères. Et que j'ai dit urtères, oui, les urtères. Les trois orifices, donc tu as les urtères, donc urétéral et urétral, vont me délimiter une formation en forme de triangle. C'est ce que l'on appelle le trigone vésical ou là le triangle de Lyoto. Ce triangle de Lyoto, donc, va me donner, en réalité, enfin, les trois orifices me donnent cette zone-là, donc ce triangle de Lyoto, ce trigone vésical, mais il me donne ténit une autre partie au niveau de la face postérieure. Il me donne en arrière justement de ce bourrelet interurétéral, on a ce que l'on appelle l'arrière-fond de la vessie, ou là le bas-fond de la vessie. C'est une zone au niveau donc de la paroi ou de la région postérieure de la vessie, inféro-postérieure, qui peut contenir une quantité d'urine post-miction, une quantité d'urine résiduelle après la miction. Une zone importante à connaître donc en anatomie, c'est l'arrière-fond de la vessie. Voilà pour la configuration interne. Si on passe au niveau de la structure histologique, la vessie va avoir une structure constituée, une structure histologique constituée de trois tuniques. De l'intérieur vers l'extérieur, on va avoir une muqueuse, qu'on appellera une muqueuse qui est constituée d'un épithélium reposant sur un chorion. L'épithélium portera le nom de l'urothélium. C'est un épithélium pseudo-stratifié transitionnel. C'est un épithélium de type transitionnel. Il est un peu spécial, l'épithélium d'ailleurs, parce c'est une caractéristique histologique de la vessie qui permet d'adapter sa structure à sa fonction pour avoir une relation entre la structure et la fonction de la vessie. Donc cet épithélium transitionnel, il est un peu spécial parce que c'est un épithélium qui va changer de forme et il va changer même de stratification, il y a de couches, à l'état de remplissage de la vessie. Si la vessie elle est vide, il aura un aspect, euh, assez normal, et si la vessie elle est remplie, l'épithélium l'urothélium aura un aspect plutôt aplati. Les cellules, surtout superficielles, auront tendance à plus s'aplatir. En plus de ça, l'urothélium il a une autre particularité d'un point de vue cytologique cette fois-ci. Les cellules qui constituent, surtout les cellules superficielles, les cellules superficielles qui constituent de l'épithélium, ont une condensation cytoplasmique le côté apical le pôle apical la condensation cytoplasmique forme ce qu'on appelle ce qu'on appelle en histologie ou en cytologie les plaques membranaires ou les cuticules. Des plaques membranaires et des cuticules permettent d'empêcher la résorption ou la réabsorption de l'urine ou le passage de l'urine à travers l'épithélium. C'est une spécialisation morphologique des cellules épithéliales de la vessie, permettant donc d'adapter la structure la fonction de la vessie. C'est un détail histocytologique si tu veux le retenir. Bien sûr, l'urothélium il va reposer sur un chorion, un tissu conjonctif qui va permettre de le soutenir, un tissu conjonctif vascularisé permettant donc, riche en fibres conjonctives permettant de soutenir l'épithélium et de constituer la muqueuse vésicale terne. Tête de la couche muqueuse qui présente donc les fameux plis, les qui sont visibles en examen fibroscopique. On aura la couche musculeuse. La musculeuse de la vessie, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle le muscle détrusor de la vessie. Donc, des fibres musculaires qui vont déjà se poser en trois couches et qui auront une direction différente selon la couche considérée. On aura de l'intérieur vers l'extérieur, il y a même l'interne vers l'externe, une couche interne plexiforme, une couche moyenne circulaire et une couche longitudinale permettant de limiter ce muscle, cette paroi musculaire de la vessie, ce muscle détrusor. Et d'ailleurs, les auteurs décrivent que c'est la couche musculaire circulaire, l'épaississement TH, qui donnera le bourrelet interurétéral. Au-dessus de cette musculeuse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une couche de tissu conjonctif de type fibreux, une adventice. Une adventice qui va permettre de recouvrir cette vessie.
donc un tissu conjonctif, cellulo-nerveux et vasculaire, assurant l'innervation et la vascularisation de la vessie. Cet adventice, c'est ce que l'on nomme le fascia vésical, donc des lames de fascia, de tissu fibreux qui vont permettre de recouvrir la vessie et la couche musculeuse et la muqueuse. Cet adventice, melfoqa, donc le fascia vésical, donc cet adventice qui est présent essentiellement au niveau donc des faces inféro-antérieures et inféro-postérieures, vont se confondre melfoqa en haut, donc en supérieur, avec la séreuse péritonéale, avec le péritoine pariétal euh, pelvien, donc le péritoine pariétal inférieur recouvrant en partie les organes pelviens. On avait dit le courtel, le rectum, blé, le péritoine au niveau pelvien. Il recouvre les parties antérieures et latérales euh, supérieures du rectum. Là aussi au niveau de la vessie, la face supérieure, le dôme vésical, lorsqu'il est rempli, il est recouvert par du péritoine, par une séreuse, par la séreuse péritonéale. Cette séreuse va se confondre avec l'adventice melfort. Donc, voilà la structure histologique de notre vessie. Maintenant, on va passer aux moyens de fixité et à la loge vésicale. Alors la vessie, située donc au niveau pelvien, au niveau du petit bassin, la région antérieure du petit bassin, va donc être maintenue en place au niveau de cette région par plusieurs moyens de fixité. Ces moyens de fixité, essentiellement des lames d'aponévrose ou des lames de fascia, vont permettre de constituer une loge dans laquelle la vessie va se trouver. Une loge, une région topographique différente ou du moins séparée des loges ou des régions topographiques, tu as les organes génitaux ou tu as les organes digestifs, donc tu as le rectum. Quand je parle d'organes digestifs au niveau du pelvis, le rectum, cette loge, c'est ce que l'on appelle la loge vésicale. Et on va voir par quoi elle est constituée. On a une coupe transversale qui permet de bien visualiser en fait la loge vésicale avec les loges génitales et rectales. Une coupe transversale passant par le pelvis, par la cavité pelvienne, par le bassin théaque, coupe horizontale transversale qui nous montre ici un pelvis masculin. Wesh, comment est-ce que j'ai deviné que c'était un pelvis masculin? Parce que au niveau de la loge génitale, je n'ai pas d'utérus qui est schématisé, mais plutôt la partie terminale telle les canaux déférents avec les vésicules séminales. C'est pour ça que j'ai deviné que c'était du coup un pelvis masculin. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'au niveau du pelvis, on va avoir plusieurs types d'organes. On a à la fin, tu as les organes digestifs avec le biais de l'appareil digestif ou du tube digestif si tu veux, par le biais du rectum. On aura des organes génitaux qui vont différer selon le sexe du patient de l'individu. Si tu es un homme, tu auras des organes définis. Si tu es une femme, tu auras d'autres organes. Et on a des organes donc urinaires, essentiellement représentés ici par la vessie. Ces organes-là sont séparés par le biais de fascia, donc d'aponévrose, de lames d'aponévrose du tissu fibreux qui vont délimiter trois loges. Une loge antérieure destinée à la vessie, donc à l'organe urinaire, c'est la loge vésicale, où est-ce qu'on va retrouver la vessie, et c'est elle qu'on va décrire le court terme. Une loge moyenne, donc derrière la vessie et en avant du rectum, c'est la loge génitale, qui va contenir des organes génitaux. Soit tu vas retrouver utérus, vagin, si tu es une femme, soit tu vas retrouver les vésicules séminales, canaux déférents, si tu es un homme. Et dernière loge, la loge postérieure terna au niveau de la cavité pelvienne, au niveau du pelvis. On va retrouver le rectum, c'est la loge rectale qu'on a déjà étudiée et décrite, le court et le rectum, l'unité 2, l'unité sur l'appareil digestif. Là, ce qu'on va décrire, c'est la loge vésicale, limitée donc par plusieurs formations euh, aponévrotiques et de fascia, voire même de séreuse. Cette loge vésicale, c'est une loge qui est du coup fibreuse, elle est située tête le péritoine, elle est sous-péritonéale de par la position de la vessie qui est sous-péritonéale, mais qui est limitée, constituée en supérieur, par le péritoine pariétal pelvien, le péritoine pariétal inférieur, les haïji, la vessie melfort. Pardon. Alors, ce péritoine pariétal inférieur va constituer la limite
en supérieur, en haut de notre vessie et de notre loge vésicale. Le péritoine, il est important parce qu'il va me former des cul-de-sac, des récessus, très importants en clinique. Quels sont les récessus qui vont me former? Déjà, en avant, on a un récessus qui est formé lorsque la vessie تكون معمرة, lorsqu'elle est à l'état de réplétion, lorsqu'elle est pleine. C'est le récessus, ou là, le cul-de-sac vésical antérieur, qui est plus ou moins visible هنايا, عند البلاصة تاعي هنايا, lorsque la vessie تكون remplie. Quand elle est vide, quand elle est à l'état vide, bah, le cul-de-sac il disparaît, il va s'effacer. Premier cul-de-sac, le cul-de-sac vésical en antérieur. En arrière, on va avoir plusieurs cul-de-sac qui vont différer selon le sexe de l'individu. Chez la femme, en arrière de la vessie, je vais retrouver essentiellement l'utérus qui se continue par le vagin. Entre l'utérus et la vessie, le péritoine va se réfléchir. Il va se réfléchir, me constituant un récessus, un cul-de-sac. C'est le cul-de-sac utéro-vésical entre la vessie et l'utérus. Ou la vésico-utérin, c'est la même chose, hein. Littéralement, Hajj Moussa, Moussa al-Hajj. Chez l'homme, on aura non pas un, mais deux cul-de-sac en arrière de notre vessie. On aura le premier cul-de-sac formé par la réflexion du péritoine pariétal inférieur, pelvien, entre la vessie et les vésicules séminales. C'est le cul-de-sac vésico-génital, visible هنايا. Et on a un deuxième cul-de-sac, un peu plus à distance, c'est vrai, mais qui va se situer entre le rectum et la vésicule séminale, ou là la vessie, ça dépend de ta considération et de ta référence. C'est le cul-de-sac de Douglas. Le plus connu, c'est le cul-de-sac rectogénital de Douglas, qui se situe entre la loge génitale et le rectum. Tu remarqueras que chez la femme, on n'en a qu'un seul en arrière de la vessie. Pardon, parce que le cul-de-sac de Douglas chez la femme, il n'est pas entre le rectum et la face postérieure de la vessie avec les vésicules séminales. Il est entre le rectum et l'utérus. Le cul-de-sac de Douglas, faites le cours, on ne va pas le citer chez la femme, car c'est un cul-de-sac recto-utérin ou la recto-utéro-vaginal. Des auteurs le décrivent comme étant recto-vaginal ou la recto-utérin selon leur considération. Voilà la loge vésicale en supérieur. Ce sera du péritoine qui va, séreuse péritonéale, et en supérieur la vessie, limitant la loge vésicale en haut, donc en melfouk, et constituant des cul-de-sac. En antérieur, en avant, on aura un cul-de-sac vésical qui va disparaître lorsque la vessie tkun platea, lorsque la vessie tkun farra, et un cul-de-sac ou des cul-de-sac postérieurs. Chez la femme, on n'en a qu'un seul, c'est le vésico-utérin entre la vessie et l'utérus, et chez l'homme, on en a deux, le vésico-génital, donc entre la vessie et les vésicules séminales, et le cul-de-sac de Douglas, recto-génital, important clinique, qui peut être exploré, palpé par un toucher rectal. Voilà pour la loge vésicale en supérieur. Maintenant, on va voir les autres côtés de cette loge, la loge vésicale. Voilà, j'ai dit loge génitale, غلط. La loge vésicale, tana, en supérieur. Maintenant, on va voir qu'en avant et en latéral, la vessie va être limitée par un fascia qu'on appellera le fascia prévésical. Ce fascia prévésical, on va le voir un schéma هنايا. Là, tu as une coupe. Là, en fait, faites les schémas, tu as des coupes. euh, donc, tu as des vues latérales, donc des coupes sagittales et ou transversales chez la femme et chez l'homme. Ici, chez la femme, on en a deux. On a une vue latérale et on a une coupe transversale هنايا. Et ici, on a la vue latérale chez l'homme. On va prendre ici chez la femme, même si c'est la même chose, pour ce que je vais montrer. Ce fameux fascia prévésical qui va permettre de limiter en avant la vessie terna, la face antérieure ou la antéro-inférieure de la vessie, on l'appelle aussi le fascia ombilico-prévésical ou la l'aponévrose ombilico-prévésicale. Pourquoi? Parce qu'il va se continuer une structure ligamentaire, un reliquat embryonnaire qui permettait de faire communiquer le cloaque avec l'ombilique. C'est un vestige de l'alyntoïde. Ce n'est rien d'autre donc que l'ouraque ou le ligament ombilical médian qui va lier, après la naissance, il va lier l'apex de la vessie avec l'ombilique. Un moyen de fixité, on va
C'est pour ça, donc l'aponévrose ou le fascia ombilico-prévésical, il va permettre de limiter en avant la vessie ternae. Il se continue, comme tu le vois, avec le ligament ombilical médian. C'est la même chose chez la femme comme chez l'homme. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Ça, c'est la limite antérieure de notre loge vésicale. En arrière, on aura un fascia rétrovésical en arrière de la vessie. Alors, ce fascia rétrovésical, il va différer entre l'homme et la femme. وعلاش il va différer entre l'homme et la femme? Parce qu'en arrière de la vessie, عندك la loge génitale, عندك les organes génitaux. Et bien sûr, il faut entre l'homme et la femme. Ce fascia rétrovésical, on va commencer par l'homme. On va commencer par l'homme. Chez l'homme, c'est ce que l'on appelle le fascia de Denonvilliers. Ce fascia de Denonvilliers, où là, le septum rectoprostatique, ou la lame prostatopéritonéale, c'est le fascia qui permet en fait, avec le fascia rétrovésical, permettant de limiter, de séparer le rectum de la vessie avec la loge génitale. Car la loge génitale chez l'homme, elle est constituée des canaux déférents. Là, on voit la terminaison, l'ampoule des canaux déférents. Avec les vésicules séminales. Ils sont mrelfين ici par le fascia rétrovésical qui va refléter la face postérieure de ma vessie. Ce fascia-là de Denonvilliers va aussi permettre يهبط لي لتحت ويغلف لي le côté, la face postérieure de notre prostate. C'est pour ça que l'on appelle le fascia ou la lame aponévrotique le septum rectoprostatique, permettant de séparer la loge rectale, où je vais retrouver le rectum, de la prostate en inférieur. Ça, c'est chez l'homme, le fascia rétrovésical. Chez la femme, ce fascia rétrovésical va se retrouver bien sûr en arrière de la vessie et il ne va pas contenir les vésicules séminales et les canaux déférents parce qu'il n'y en a pas. Il va par contre séparer la vessie de, de du vagin. C'est pour ça que l'on va l'appeler le septum vésico-vaginal. Il permet donc de séparer la vessie de notre vagin. La coupe transversale en schématique chez l'homme, ici on a la même chez la femme, où on peut apercevoir la loge vésicale avec la vessie, avec le fameux trigone vésical. On aperçoit la loge génitale avec ici l'utérus. L'utérus continue par le biais donc du vagin. Et on a la loge rectale avec le rectum ternae. Comme tu le vois, on aura une lame ici d'aponévrose, de fascia, le fameux fascia rétrovésical, permettant donc de séparer la vessie, la face postérieure de la vessie de notre vagin, c'est le septum vésico-vaginal. C'est la limite en arrière donc de la loge vésicale. En latéral, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les lames, des lames d'aponévrose qui vont aller du sacrum jusqu'au pubis. Ce sont les lames sacropubiennes et on aime rallonger le nom de en disant que ce sont les lames sacro-recto-génitaux, voire même vésico-pubiennes. Ils vont aller du sacrum, limitant en latéral la loge rectale, limitant en latéral la loge génitale et limitant en latéral la loge vésicale terna. Voilà la loge vésicale terna avec les limites tewha. Elle est donc limitée par des lames d'aponévrose, des lames de fascia. En supérieur, on aura donc le péritoine, la séreuse péritonéale, permettant donc de tapisser la face supérieure de la vessie et donnant un cul-de-sac antérieur. C'est le cul-de-sac vésical antérieur qui disparaît, qui s'efface lorsque la vessie de farra, et des cul-de-sac postérieurs, des récessus postérieurs, qui vont différer selon le sexe de l'individu. Chez la femme, on a un cul-de-sac entre la vessie et l'utérus, c'est le cul-de-sac vésico-utérin. Et chez l'homme, on a deux cul-de-sac. Un cul-de-sac vésico-génital entre la vessie et les vésicules séminales, et un cul-de-sac de Douglas, le cul-de-sac recto-génital entre le rectum et vessie avec les vésicules séminales. En avant, cette loge vésicale sera limitée par le fascien prévésical ou la ombilico-prévésicale, permettant donc d'irrefler et de limiter la face antérieure de la vessie, se continuant par le ligament ombilical médian ou la l'orac. Et en arrière, on aura le fascia rétrovésical. Il portera le nom de fascia de Denonvilliers chez l'homme ou là de septum rectoprostatique, permettant donc de limiter
euh, la loge rectale de la loge génitale, séparer le rectum des vésicules séminales et de la prostate en bas. Chez la femme, ce fascia rétrovésical portera le nom de septum vésico-vaginal, permettant donc de séparer la vessie donc du vagin. Et en latéral, ce sera les lames de fascia d'aponevrose qui iront donc du sacrum jusqu'au pubis, les lames sacro-recto-génito-pubiennes. Voilà la loge vésicale en résumé. Maintenant, on va citer les autres moyens de fixité, parce que la loge vésicale, ce n'est pas le seul et unique moyen de fixité de notre vessie. Les autres moyens de fixité, en plus de la loge vésicale, ce sont les formations ligamentaires, les ligaments qui permettent de fixer cette vessie. Le ligament le plus important, et celui que tu ne vas pas oublier, c'est l'ouraque, le ligament ombilical médian. Vestige embryonnaire, reliquat embryonnaire de notre fameux canal allantoïdien. Il permet donc, après la naissance, d'être considéré comme étant un ligament, de lier l'apex de la vessie avec l'ombilic. En plus de ce ligament ombilical médian, on aura d'autres formations ligamentaires. On a les ligaments pubiens, ou là les ligaments vésicaux antérieurs, qui ont permis de lier la vessie en antérieur avec le pubis, avec la symphyse pubienne. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le ligament chez la femme, on va l'appeler le ligament pubo-vésical. Aussi simple que ça. Chez l'homme, on peut l'appeler le ligament pubo-prostatique, car on a la prostate, qui peut constituer donc une insertion pour ce ligament. Ça, ce sont les ligaments vésicaux internes. On a les ligaments vésicaux, ou la vésicale latérale. Là, on a sur cette vue, sur cette coupe transversale, une vue sur le ligament vésical latéral ici, de part et d'autre de la vessie, permettant donc de fixer la vessie en latéral avec les parois latérales de notre petit bassin. En plus de ça, on peut citer, chez la femme, le ligament permettant de lier ou là, de coller, de fixer la vessie avec l'utérus, c'est le ligament vésico-utérin. Voilà les différentes formations ligamentaires permettant donc de fixer la vessie au niveau de sa loge, au niveau de sa région, au niveau de la loge vésicale, pardon. On passe maintenant à l'anatomie topographique, les rapports anatomiques de la vessie, qui sont simples à retenir, car on a donné à déjà, le cours. On les a cités indirectement à travers le début et le cours terme. Alors les rapports à notre vessie, ils vont varier selon deux variables. Selon l'état de vacuité ou de réplétion de la vessie, est-ce que la vessie rahi ma'amara ou la rahi farga, on aura des rapports qui vont légèrement différer. Ou là, selon le sexe de l'individu. Et tu sais, ouais, parce qu'en arrière, on aura la loge génitale et les organes génitaux et font entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'on aura des rapports qui vont légèrement différer. On va citer justement des différences. On commence avec les rapports supérieurs de la vessie. La vessie, par le biais de sa face supérieure, rentrera en rapport avec les organes digestifs, les intestins. Elle rentrera en rapport avec les anses grêles, donc l'intestin grêle, avec le séco-appendice sur la droite et avec le côlon sigmoïde sur la gauche. Donc, les rapports supérieurs de notre vessie. En plus de ça, chez la femme, on a un rapport supplémentaire. Il va se faire avec le corps de l'utérus ternant. Là, tu vois l'utérus qui est limite allongé sur le toit ou le dôme vésical sur la partie supérieure de notre vessie. Ça, c'est pour les rapports supérieurs. Les rapports maintenant antérieurs ou là antéro-inférieurs. Les rapports antéro-inférieurs, eux, vont varier selon l'état de vacuité, selon le remplissage de cette vessie. Ça a un intérêt clinique. Lorsque la vessie est vide, la vessie est totalement pelvienne. Sa face antéro-inférieure, elle aussi, elle est pelvienne. Elle va rentrer en rapport uniquement avec deux structures, les structures pelviennes. Je connais Homa, la symphyse pubienne à distance, l'articulation fibreuse qui va permettre donc de chidler les deux os coxaux. C'est une symphyse qui va avoir une mobilité restreinte. Et entre justement cette face antéro-inférieure et la symphyse pubienne, on aura un espace.
l'espace rétropubien en arrière de la symphyse et en avant de la vessie. C'est l'espace prévésical ou là rétropubien, en avant de la vessie ou là en arrière du pubis, c'est la même chose, c'est l'espace de Retzius. Cet espace de Retzius, il est constitué d'un tissu adipeux, donc de la graisse, dans lequel on va retrouver des, des plexus veineux. On va retrouver des éléments veineux et on va citer juste après la vascularisation de la vessie. Donc, les deux rapports essentiels à connaître pelviens, donc pour la vessie, pour la face antéro-inférieure lorsqu'elle est vide. Lorsque la vessie t'ammar, cette face antéro-inférieure, les schémas, cette face antéro-inférieure, elle va avoir une projection abdominale. Elle va devenir abdominale. La vessie, tous les abdominaux pelviennes. Ce qui fait qu'elle va répondre à la paroi abdominale antérieure et bien sûr à la peau et au tissu sous-cutané bien sûr. Ce rapport-là, il est important en clinique ou à l'âge parce que, comme tu peux voir le schéma, si la vessie est pleine et que du coup elle a un rapport avec la paroi abdominale antérieure, ça veut dire que je peux intervenir sur la vessie à travers la paroi abdominale. Je peux ponctionner la vessie grâce justement à ce rapport abdominal, lorsqu'elle est remplie bien sûr, pour permettre une vidange donc de la vessie dans le cas où on a un problème pour l'évacuation des urines au niveau de la miction, on a un problème au niveau de l'urètre, ou là, et que le patient n'arrive pas à uriner, on peut le soulager à travers justement une ponction vésicale à travers la paroi abdominale antérieure. Et c'est ce qui est montré ici, fait le schéma, hein. Tu traites une aiguille et tu réussis, à travers des repères anatomiques, de traiter au niveau de la vessie et donc de ponctionner l'urine contenue derrière la vessie et donc de la vider. Ça, ces rapports anatomiques, je le dis et je le répète, les vidéos, ce sont des notions importantes à connaître. Ce pas des notions pour l'examen, ce sont des notions importantes pour la pratique clinique, pour la pratique médicale, le futur, Inch'Allah. On continue avec les rapports, avec la face postérieure inférieure de la vessie ou la base de la vessie, et bien sûr, ce sera en rapport avec la loge génitale. Et ces rapports-là, ils entre l'homme et la femme. Chez l'homme, les rapports ma'roufin, on a l'homme déjà. Ce sera les canaux déférents, ou du moins la partie terminale, l'ampoule des canaux déférents, et ouais, hein, les fameux canaux, ils vont ramener les spermatozoïdes des testicules et de l'épididyme jusqu'à l'urètre, en passant donc par les vésicules séminales et par la prostate. Les canaux déférents. On aura bien sûr les fameuses vésicules séminales en arrière de la vessie, qui aura un rapport postérieur. On aura aussi un rapport marouf, qui est donc, le cours fait, c'est les urtères. Hein. Les urtères, ils vont s'ouvrir au niveau de la paroi postérieure, donc postéro-inférieure de la vessie, par le biais des méas urétérales. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a? En inférieur, on aura la prostate. Hado huma les éléments les plus importants qui vont constituer un rapport euh, chez l'homme au niveau de la face inférieure, postéro-inférieure de la vessie. C'est les organes génitaux, vésicule séminale, canaux déférents, prostate, sans oublier les urtères. Ça, ce sont les rapports entre guillemets directs. On a un rapport postérieur un peu plus éloigné, il se fera avec le rectum. Le rectum, comparément à chez la femme, où est-ce que vraiment le rectum il est éloigné de la vessie, parce que tu as littéralement un utérus qui est entre les deux, ici chez l'homme, le rectum, il est plus ou moins à proximité de la vessie, il est un peu plus proche. Et ce rectum-là, je vais rentrer en rapport par le biais de deux structures, aponévrotiques, fibreuses. Donc, mille fois qu'on aura le péritoine, par le biais du cul-de-sac de Douglas, qui permet en fait de donner un rapport entre la vessie et le rectum. Et on a là le fascia rétrovésical de Denonvilliers, permettant donc d'avoir un rapport un peu éloigné certes, mais un rapport quand même entre vessie, prostate et rectum. Voilà les rapports postérieurs de la vessie chez l'homme. Chez la femme, ils sont encore plus simples. On n'a que deux structures importantes à connaître, l'utérus et le vagin, qui vont être un rapport postérieur donc de la vessie chez la femme, sans oublier, comme d'habitude, les uretères théoï, la portion terminale des uretères qui vont s'ouvrir par le biais des méas urétérales, la face postérieure de la vessie. On termine avec les rapports latéraux et avec les rapports, donc tu as les angles, donc tu as le sommet, tu as l'apex, tu as l'angle inférieur. Les rapports latéraux, ils vont se faire avec essentiellement
l'artère ombilicale. Enfin, les artères ombilicales, ouais. Les artères ombilicales, par leur nom, ce sont des artères qui étaient très très importantes au développement embryonnaire. L'importance des après la naissance, on va pas se mentir, mais elles restent importantes surtout pour la vascularisation de la vessie. Ce sont des branches donc de l'iliaque interne, de l'artère hypogastrique, qui vont, qui vont constituer un rapport latéral de part et d'autre donc de la vessie. La partie, euh, la partie en aval, hein, donc la partie après la vessie, elle va s'obstruer, elle va devenir fibreuse, permettant donc de donner les ligaments ombilicaux médials, ou la médiaux, si on veut. On va dire médiaux vu que c'est au pluriel. Les ligaments ombilicaux médiaux qui laissent des plis, ou du moins qui laissent des empreintes sur le péritoine pariétal antérieur, si tu te souviens bien. Le court et le péritoine. Donc, les artères ombilicales, l'artère ombilicale, ce sont des branches donc des iliaques internes. Ils permettent de vasculariser la partie supérieure de la vessie et ils vont avoir le rapport le plus important latéral pour la vessie. En plus de ces artères ombilicales, on aura des rapports, les hayr-telfo selon le sexe, qui vont être spécifiques à un sexe ou là à un état de remplissage spécifique de la vessie. Le canal déférent, c'est un rapport latéral de la vessie chez l'homme. Et on n'a pas chez la femme, bien sûr. Et on a la présence d'un repli péritonéal, d'un cul-de-sac latérovésical lorsque la vessie est remplie. Quand la vessie est pleine et que du coup la face supérieure est là, on aura un rapport avec de part et d'autre donc de la vessie. L'angle supérieur, l'angle antérieur de la vessie se continue par le biais du ligament ombilical médian, l'ouraque, qui permet de lier donc le sommet de la vessie, l'apex, avec l'ombilic. Et l'angle inférieur, lui, va se continuer par le biais donc de l'urtère. Et chez l'homme, par le biais donc du collet vésical qui va me donner l'urtère, j'ai la prostate qui va entourer l'orifice supérieur de l'urètre. Ah, pardon, j'ai dit l'urtère. De l'urètre, pardon. On va continuer ça par l'urètre et on va avoir la prostate qui va entourer le tout. Ça, c'est un rapport en clinique important. Si tu as un problème au niveau de la prostate, ça peut comprimer l'urètre et donner des problèmes urinaires chez l'homme. Ça, c'est important. Ce rapport-là, en anatomie, il est important. La pratique clinique, ce sont des rapports, mais on passe maintenant à la vascularisation artérielle, veineuse puis lymphatique et ensuite l'innervation. La vascularisation artérielle, elle va se faire par le biais des branches de l'artère hypogastrique, l'artère iliaque interne. Cette artère iliaque interne, issue donc de la bifurcation de l'iliaque commune et de l'iliaque primitif, va me donner donc plusieurs branches et c'est les branches qui vont permettre de vasculariser la vessie par le biais de pédicules vésicales, d'artères vésicales. On a le pédicule supérieur, donc les artères vésicales supérieures, ici, ramenez que les artères vésicales supérieures, ils donnent soit l'artère, généralement, l'artère ombilicale, les artères ombilicales qui marquent, ou l'artère obturatrice, présente ici, branche donc de l'iliaque interne. Donc, les deux artères qui vont vasculariser en supérieur la vessie. On a un pédicule vésical inférieur. Les artères vésicales inférieures, ils jouent les artères déférentielles pour le conduit ou le canal déférent ou là même pour l'artère prostatique. Donc, et chez la femme, donc ça c'est chez l'homme, chez la femme, ils donnent l'artère vaginale. Donc les artères vésicales inférieures, ils donnent les artères destinées à la loge génitale, mais les artères destinées donc aux organes génitaux. Et on a un dernier pédicule, un peu moins important, qui permet de vasculariser la vessie en antérieur. C'est le pédicule ou les artères vésicales antérieures. Ils donnent l'artère pudendale interne, ou la honteuse interne comme on l'appelait, c'est une branche de l'iliaque interne de l'hypogastrique. Ça, c'est la vascularisation artérielle. La vascularisation veineuse se fera par un riche réseau superficiel de veines qui vont se drainer dans deux plexus, un plexus antérieur et un plexus postérieur. Le plexus antérieur en avant, c'est le plexus rétropubien de Santorini qui va se retrouver au niveau donc de l'espace prévésical ou la rétropubien. Je viens tout à l'heure, les rapports. Et on a un plexus postérieur qui va différer, le nom antérieur va différer selon le sexe,
de l'individu. On a le plexus séminal chez l'homme, à proximité donc des vésicules séminales, et on a le plexus utérovaginal chez la femme, donc en arrière de la vessie, à proximité donc de l'utérus et du vagin en postérieur. Ces plexus-là, ils vont donc rejoindre et être drainés par la veine hypogastrique ou la veine iliaque interne. Le drainage lymphatique, la vascularisation lymphatique se fera par le biais de vaisseaux lymphatiques qui vont se drainer dans des lymphonoeux, des nœuds, des ganglions lymphatiques qui se retrouvent proches donc des vaisseaux iliaques internes et externes. Ce sera les nœuds lymphatiques iliaques internes et iliaques externes. Pour l'innervation, elle se fera de manière neurovégétative. Ce sera une innervation neurovégétative. En même temps, végétatif, sympathique, parasympathique, par le biais du plexus hypogastrique. Plexus hypogastrique, ici comme tu le vois, plexus hypogastrique inférieur, qui va recevoir des rameaux essentiellement sympathiques, des rameaux de neurofibres sympathiques, mais le plexus hypogastrique supérieur, qui va permettre une innervation végétative de la vessie terna, permettant donc de moduler l'activité du muscle détrusor euh, par- euh, pour la fonction physiologique de la vessie terna. C'est une innervation sympathique et parasympathique. Et on a aussi une innervation euh, somatique par le biais donc du nerf honteux, par le biais de racines de neurofibres lydionnées S3, S4, voire même S2, qui vont permettre donc d'innerver le sphincter de notre col vésical et de notre orifice urétral, permettant donc de jouer sur la continence et la miction terne. C'était tout du coup pour être le cours. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.